Le soleil se couchait sur les toits de Paris, rendant le ciel orange et rose, alors que mes amis et moi nous rassemblions dans le parc. C'était un de ces après-midi où la vie semblait parfaite, comme si les problèmes du monde pouvaient être mis de côté, même pour un bref instant. Nous avons ri et joué au football, le ballon traversant l'air léger et frais du printemps. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mêlait à l'arôme des crêpes qu'un vendeur ambulant préparait à proximité. « Pensez-vous que nous jouerons dans la Ligue des jeunes la saison prochaine ?» ai-je demandé, haletant alors que je driblais devant un de mes amis, Samuel. « Bien sûr !» répondit-il en riant. « Si tu arrêtes de perdre le ballon tout le temps. Écoute, Antoine, tu dois juste croire en toi. C'est facile à dire, Samuel. Tu as toujours été le meilleur joueur du groupe. » répondis-je en le poussant légèrement. La vérité est qu'il avait raison. J'avais besoin de croire davantage en moi. Tout comme lorsque nous rêvions du futur, de ce que nous voulions être. J'ai entendu dire que l'équipe du quartier avait besoin d'un attaquant. Dit Carla, la plus excitée de notre groupe. Si vous faites de gros efforts, vous pouvez y parvenir. Tu ne parles que de foot. Je me suis plaint, mais il était impossible de ne pas sourire. Elle avait raison, le rêve de jouer professionnellement a toujours été une flamme brûlante en moi. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans mes pensées, le sentiment que l'avenir ne serait pas si simple. « Et que veux-tu faire quand tu seras grand, Antoine ?» a demandé Samuel, interrompant mes rêveries. « Oh, j'ai hésité, essayant de trouver les mots. J'ai toujours rêvé d'être architecte, de concevoir des bâtiments qui racontent des histoires et qui soient accessibles à tous. Je veux construire quelque chose qui aide les gens. Un endroit où chacun peut se sentir en sécurité. » « C'est beau, mec !» s'est exclamé Carla. « Vous y arriverez. » La conversation est passée à d'autres sujets, l'espace d'un instant, je me suis laissé emporter par l'espoir et la camaraderie. Mais alors que le soleil se glissait derrière les arbres, un nuage d'inquiétude s'est formé dans mon esprit. Le monde extérieur semblait souvent être un endroit hostile, surtout pour quelqu'un comme moi. Le racisme et l'injustice sociale étaient des ombres qui planaient sur nous, même dans les moments de joie. Après quelques heures de rire et de blagues, nous avons décidé qu'il était temps de rentrer chez nous. Le chemin jusqu'à chez moi n'était pas long, mais il passait toujours par une zone où il y avait une forte présence policière. Non pas que j'ai fait quelque chose de mal, mais la tension dans l'air était palpable. La ville de Paris, avec sa beauté époustouflante, avait aussi un côté sombre que beaucoup essayaient d'ignorer. En marchant, j'ai entendu le bruit des sirènes au loin. Le frisson dans ma colonne vertébrale que je ressentais toujours lorsque j'entendais ce bruit se manifestait à nouveau. J'ai regardé autour de moi, essayant d'évaluer la situation. Un groupe de policiers effectuait un contrôle routier dans une ruelle plus loin. Une partie de moi voulait changer de direction, éviter la scène, mais l'autre partie, la plus audacieuse, voulait continuer. « Et, Antoine ?» a appelé Samuel, qui était juste derrière moi. « Où vas-tu ? » « Je ne fais que passer par là, » répondis-je en essayant de rester calme. « Ne t'inquiète pas. » Mais la vérité était que mon cœur battait à tout rompre. La ruelle semblait plus sombre que d'habitude et la tension entre les policiers et les jeunes abordés était évidente. J'ai vu l'un des agents, un homme costaud au regard sévère, crier quelque chose d'incompréhensible. Les autres policiers semblaient prêts à agir et j'ai senti qu'une étincelle de violence était sur le point de s'enflammer. « Allez, Antoine !» insista Samuel, maintenant plus proche. « Ce n'est pas sur ici. » Mais avant que je puisse répondre, un des agents, l'agent Dubois, a commencé à s'approcher de moi. Son expression était déterminée, mais il y avait quelque chose en plus, une froideur qui me mettait mal à l'aise. « Et vous ?» a-t-il crié en me désignant. « Reste tranquille. » Mon sang s'est glacé. Que avais-je fait pour être approché? Je n'étais pas le suspect qu'il recherchait. J'ai essayé de rester calme, mais l'adrénaline a commencé à couler dans mes veines. Je ne fais que passer. J'ai essayé de m'expliquer, mais ma voix était plus nerveuse que je ne l'aurais souhaité. Les autres jeunes dans la ruelle ont commencé à bouger et je savais que la situation était sur le point de basculer. L'agent Dubois s'est rapidement approché et les cris se sont multipliés. Je pouvais sentir la pression dans ma poitrine, la lutte interne entre l'envie de courir et le besoin de m'expliquer. « Vous êtes un suspect !» cria Dubois, maintenant plus proche. « Reste où tu es. » Mais je n'ai rien fait. J'ai protesté en levant les mains pour tenter de montrer que je n'étais pas armé.
mais ils ne semblaient pas entendre. Le chaos a commencé à se répandre autour de moi. Des cris, des poussées, quelque chose était sur le point d'exploser. « Antoine, sors de là !» a crié Samuel en essayant de se rapprocher, mais d'autres policiers l'ont bloqué. La confusion s'est accrue et en un instant, tout s'est transformé en cauchemar. L'agent Dubois s'est encore rapproché, la main sur le pistolet attaché à sa ceinture. La panique m'a envahi. Je ne savais pas quoi faire, comment me défendre contre quelque chose qui me paraissait aussi absurde. Et puis, comme si le temps s'était arrêté, j'ai entendu le bruit assourdissant d'un coup de feu. Le monde autour de moi est devenu flou. La douleur fut instantanée, aiguë, comme une lame tranchante. La chaleur du sang qui parcourait mon corps contrastait de façon choquante avec la froideur de la nuit qui approchait. Je suis tombé au sol, la vision commençant à devenir noire, alors que les cris et la confusion résonnaient dans mes oreilles. La dernière chose que j'ai vue, c'est l'horreur sur les visages de mes amis, l'impuissance face à une réalité brutale. Et là, au milieu du chaos, alors que la conscience commençait à s'estomper, une seule question persistait dans mon esprit, pourquoi cela se produisait-il ? La ville de Paris était en effervescence ce jour-là, comme si la terre elle-même ressentait la douleur et la colère qui couvaient dans les rues. Moi, Antoine, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Mon esprit était loin, dans un endroit où la douleur n'existait pas et où l'injustice n'était qu'un mot dénué de sens. Mais dehors, la foule se rassemblait, palpitante d'émotion, réclamant justice, et j'étais au centre de cette tempête. La nouvelle de ma fusillade s'est répandue comme une traînée de poudre. Des gens de tous les quartiers de la ville ont commencé à se rassembler sur ce qui était autrefois une voie de contournement silencieuse, aujourd'hui transformée en un champ de bataille symbolique. Des affiches flottaient dans les airs, certaines avec des slogans qui résonnaient partout, « Justice pour Antoine »,« Black Lives Matter »,« Fini les violences policières ». L'énergie était contagieuse, et même sans être présente, je sentais la force de la solidarité à travers les rapports qui me parvenaient. À ce moment-là, la scène se déroulait dans un hôpital, où ma mère, Isabelle, courait dans le couloir, ses pas résonnant comme les battements d'un tambour de guerre. Le désespoir était inscrit sur son visage et je savais qu'elle se dirigeait vers ma chambre. La porte s'ouvrit avec un clic, et elle était là, les yeux écarquillés, respirant lourdement, comme si elle avait couru un marathon. « Antoine. Mon Dieu, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. » Sa voix se brisait à mesure qu'elle prononçait chaque syllabe, et la fragilité de cette scène m'a frappé comme une bombe. Les médecins, dans leurs robes blanches et leurs masques, étaient concentrés sur moi, essayant de stabiliser ce qui restait de mon corps. J'étais entouré de machines qui bipaient, comme si elles criaient à l'aide. Isabelle s'est approchée, les yeux pleins de larmes, et j'ai eu envie de lui crier que tout allait bien, que j'étais là, mais les mots ne venaient pas. J'étais coincé dans les limbes, entre la vie et la mort, entre la douleur et l'espoir. « Antoine, s'il te plaît, bats-toi. Tu es fort, mon fils. Battez-vous pour nous. » Son plaidoyer coupa l'air comme un couteau. Et d'une manière ou d'une autre, même si je ne pouvais pas répondre, j'ai senti sa force m'envelopper, me tirant en arrière. L'amour d'une mère était un fil invisible qui me maintenait connecté à la vie. Le temps semblait déformé à l'hôpital. Les moments s'éternisaient et j'entendais des chuchotements de médecins discuter de mon état. Il est stable, mais les prochaines heures sont critiques. Les mots résonnaient dans mon esprit alors que j'essayais de m'accrocher à tout vestige de conscience. Je me souvenais du parc, des rires avec mes amis, des rêves qui ne s'étaient pas encore réalisés. La vie était là-bas, palpitante, alors que je combattais les ténèbres qui tentaient de m'engloutir. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, la foule se rassemblait, formant une mer de visages déterminés. Je savais qu'ils étaient là pour moi, mais plus important encore, ils étaient là pour un combat plus important. Des voix se sont élevées et une vague de solidarité s'est répandue dans les rues de Paris, en réponse à la brutalité à laquelle j'avais été confronté. Nous ne nous arrêterons pas tant que justice n'aura pas été rendue. Le cri résonnait à chaque coin de rue, et je voulais qu'ils sachent à quel point il m'inspirait. Soudain, la scène change, à l'intérieur de l'hôpital, où le combat pour ma vie continue. L'odeur de l'antiseptique emplit l'air et la lumière blanche éblouit mes sens. J'entendais les médecins parler à voix basse, mais l'intensité de la situation était palpable. Nous avons besoin de plus de sang. Il ne peut plus perdre. Ces mots étaient comme un marteau qui frappait mon cœur. Isabelle, avec son amour inconditionnel, ne m'a jamais quitté. Elle me tenait la main si fort que je pouvais sentir son énergie couler en moi.
Je suis là, Antoine. Vous vous en sortirez. Pensez à toutes les choses que nous voulons encore faire ensemble. Pensez à votre vie. Elle parlait comme si chaque mot était une prière et je voulais la croire. Le combat pour ma vie n'était pas seulement physique, c'était une bataille spirituelle. Alors que ma conscience oscillait entre la réalité et un lieu inconnu, je me suis retrouvé entouré de souvenirs. Enfance, sourire, moments de bonheur avec ma mère et mes amis. C'était comme si chaque fragment de ma vie se regroupait en une mosaïque d'amour et de douleur, et je me demandais si j'aurais un jour une seconde chance. Partout en ville, la pression montait également pour l'agent Dubois. Il était assis à son bureau, entouré de reportages et d'indignation médiatique. Les images des manifestations qui apparaissaient sur les écrans rappelaient constamment le poids qu'il portait. « Vos actes ont des conséquences, officier », dit l'un des surintendants d'une voix grave. « La ville est en feu et vous en êtes responsable. » La culpabilité commençait à le ronger et il savait qu'il ne pouvait pas échapper à la vérité. Dubois regardait par la fenêtre, les yeux perdus sur la foule animée en contrebas. Il a vu des gens brandir des pancartes de protestation, et la colère et la douleur qui se lisaient sur leur visage étaient le reflet de ce qu'il ressentait lui-même. « Je ne voulais pas que cela arrive », murmura-t-il pour lui-même. Mais les mots semblaient vides, un écho sans réponse. Il était dans un labyrinthe de regrets, et la seule issue semblait être de se confronter à ce qu'il avait fait. La scène était intense, la ville était partagée entre la lutte pour la justice et le poids de la culpabilité que portait Dubois. Il savait qu'il devait affronter ses propres démons, mais l'idée de s'exposer à la vérité le terrifiait. Et si je me trompe? Et si c'était vraiment de ma faute? Le doute le consumait tandis que les cris de la foule s'intensifiaient. Deux mondes, deux destins, mais une vérité, la vie d'Antoine était liée à celle de Dubois d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Alors que la ville bouillonnait de protestations, j'étais pris dans une lutte interne, entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir. Les voix réclamant justice étaient un hymne étroitement lié à mon désir de revenir, de me battre pour moi et pour tous ceux qui, comme moi, étaient victimes d'un système qui devait être remis en question. Ainsi, alors que la nuit tombait sur Paris, l'avenir restait incertain, mais le combat pour la vérité ne faisait que commencer. La ville, avec ses lumières scintillantes au loin, représentait non seulement un lieu, mais un symbole de résistance et de transformation, et moi, même endormi dans un lit d'hôpital, j'étais une partie essentielle de cette histoire qui n'avait pas encore été dévoilée. L'obscurité du coma m'enveloppait comme une lourde couverture. C'était comme si je flottais dans un espace intemporel, où souvenirs et rêves s'entremêlaient dans une danse étrange et déroutante. Parfois, des aperçus de ma vie passée émergeaient, comme des étoiles scintillantes dans un ciel nocturne. J'ai vu mon père rire, son rire profond résonnant dans mes oreilles. Je me souviens qu'il m'avait appris à faire du vélo, ses mains fermement posées sur ma taille alors que j'essayais de trouver un équilibre entre peur et liberté. Ces souvenirs étaient chaleureux, comme le soleil de l'après-midi qui baignait notre petit appartement parisien. Puis, une ombre s'est portée sur ces souvenirs. Le visage de l'officier Dubois, au regard froid et calculateur, apparaissait au milieu de cette lumière, comme un nuage sombre couvrant le soleil. L'écho du coup de feu s'est répercuté dans mon esprit, et la vive douleur du moment où la balle a pénétré mon corps a semblé se mélanger à la chaleur de souvenirs heureux. La confusion était insupportable, comme si j'étais coincé entre deux mondes, l'un rempli d'amour et de rire, et l'autre marqué par la violence et l'injustice. Pourquoi, me demandai-je silencieusement. Pourquoi a-t-il dû appuyer sur la gâchette? Cette question tourbillonnait dans mon esprit, se répétant comme un mantra, de plus en plus insupportable. Je voulais comprendre ce qui s'était passé, non seulement à moi, mais au monde extérieur à ma vision. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je luttais contre l'obscurité, le chaos s'emparait des rues de Paris. Les protestations ont commencé comme un murmure, un appel à la justice qui s'est intensifié. Je n'étais pas là pour entendre les voix, mais je les ressentais d'une manière ou d'une autre, comme un écho lointain. Les gens se sont rassemblés devant l'hôpital, brandissant des pancartes criant à ma vie. Justice pour Antoine. Assez de violence policière. L'énergie était palpable, une vague de détermination se propageant à travers la ville, portée par la colère et l'espoir. J'aurais aimé pouvoir le sentir, j'aurais aimé pouvoir crier avec eux, mais j'étais piégé dans un corps insensible. Dans mon esprit, les souvenirs continuaient à affluer. Je me souviens du premier jour d'école au lycée, de l'anxiété mêlée d'excitation. Je n'étais qu'un enfant, entouré de visages inconnus. La nervosité s'est dissipée lorsqu'une fille aux cheveux bouclés s'est approchée de moi et m'a invité à jouer.
« Salut, tu veux être mon ami ?» demanda-t-elle, son sourire illuminant la pièce. À ce moment-là, je savais que tout irait bien. J'avais des amis, un endroit auquel j'appartenais. Les souvenirs de mon enfance étaient enveloppés d'une chaleur réconfortante, un contraste saisissant avec la réalité à laquelle j'avais été confronté le dernier jour où j'ai marché dans les rues. La peur qu'il a ressentie lorsqu'il a vu la police au coin de la rue, la façon dont son cœur s'est accéléré lorsqu'il les a croisés. Je savais que ce n'était pas seulement moi, c'était un sentiment collectif, un poids que nous portions tous. Le racisme était une ombre constante, une présence qui nous observait et nous faisait nous sentir petits, invisibles. Mais il y a aussi eu des moments de résistance. Je me souviens qu'un jour, ma mère, Isabelle, m'a emmené à une réunion communautaire. Les voix s'élevaient en un chœur puissant, chacun partageant ses expériences. Nous devons nous unir, a crié quelqu'un. Nos enfants méritent un avenir meilleur. La détermination exprimée dans ces paroles a résonné dans mon cœur et j'ai réalisé qu'il y avait une force dans la communauté, un pouvoir qui ne pouvait être ignoré. Alors que je revivais ces souvenirs, le chaos du monde réel s'est révélé. Les manifestations, qui ont débuté pacifiquement, sont rapidement devenues un champ de bataille. Les rues étaient pleines de monde, certains criaient, d'autres pleuraient. La police, dans un acte de force excessive, s'est préparée à affronter la foule. Le son des sirènes et des cris se mêlait à un bruit assourdissant qui résonnait dans toute la ville. Je n'étais pas physiquement présent, mais je sentais la douleur et l'angoisse palpiter dans mes sens endormis. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a crié une femme en brandissant une pancarte indiquant « Plus de brutalité policière ». La colère dans sa voix était contagieuse et j'aurais aimé pouvoir me lever et la rejoindre. Mais j'étais coincé dans un état entre la vie et la mort, incapable d'intervenir. L'image de personnes bousculées et attaquées par la police s'est formée dans mon esprit et je me suis demandé si le monde que je connaissais existait toujours. Les affrontements se sont intensifiés. Je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait toujours, la lutte pour la justice n'est jamais facile, mais elle est nécessaire. C'était comme si ces mots résonnaient dans mon subconscient, me rappelant que la résistance était une partie vitale de qui j'étais. Le combat n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient souffert aux mains d'un système oppressif. Pendant que je me débattais intérieurement, un journaliste cherchait la vérité. Sa mission était d'enquêter sur ce qui m'était arrivé, et je savais qu'il tomberait sur des secrets qui pourraient tout changer. Il fouillait d'anciens dossiers, cherchant des liens entre mon passé et celui de l'agent Dubois. L'anxiété grandissait en moi. Que trouverait-il ? Serait-il possible que nos histoires soient liées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer ? La scène s'est déroulée dans mon esprit comme un film. Le journaliste découvre un vieux dossier, les mains tremblantes en ouvrant les pages jaunies par le temps. Ce qui y était écrit pourrait faire tomber les barrières qui séparaient nos vies. J'avais envie de lui crier dessus, de l'avertir de ce que j'allais découvrir, mais ma voix était coincée dans l'obscurité. « Antoine, tu dois connaître la vérité », imaginais-je le journaliste murmurant, alors que je luttais pour rester conscient. La frontière entre passé et présent devenait de plus en plus floue. Ce qui avait été oublié pourrait enfin être révélé, et ce serait peut-être la clé de la justice à laquelle nous aspirions tant. Alors que la bataille dans les rues se poursuivait, mon corps restait immobile, mais mon esprit était vivant. Je voulais que la vérité émerge, que les voix s'unissent dans un appel au changement. Je voulais que les souvenirs d'amour et d'espoir se transforment en action et en résistance. Alors, au milieu du chaos, j'ai attendu, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Je me suis réveillé avec un bourdonnement persistant dans les oreilles, comme si une foule criait quelque part au loin. La lumière de l'hôpital était aveuglante et lorsque j'ai ouvert les yeux, la réalité a commencé à se dévoiler lentement devant moi. J'étais allongé sur un lit, entouré de tubes et de moniteurs qui bipaient avec insistance. L'odeur du désinfectant et le bruit des pas précipités des infirmières et des médecins m'entouraient, mais le sentiment le plus fort était que j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. « Antoine, mon fils !» J'ai entendu la voix familière de ma mère, Isabelle, et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu son visage gonfler à force de pleurer. Ses yeux étaient rouges et pleins d'inquiétude, mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir lorsqu'elle me vit me réveiller. Elle s'est approchée, me tenant fermement la main, comme si elle craignait que je disparaisse à nouveau. « Maman, où suis-je » La voix était faible et floue, presque un murmure. « Tu es à l'hôpital, chérie. On t'a tiré dessus. Mais tu es en sécurité maintenant. Tu es réveillée. » Elle m'a serré la main et la douleur du souvenir de ce qui s'était passé a commencé à émerger,
comme une vague qui s'approchait, sur le point de m'engloutir. Je me souviens de quelque chose. Le policier. Les mots sortaient de ma bouche comme si chaque syllabe était une bagarre. Le visage de l'agent Dubois m'est venu à l'esprit, la peur que j'ai ressentie à son approche, le moment fatidique qui a tout changé. Isabelle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Ils enquêtent, mon amour. Nous sommes tous là pour toi. Tes amis, ton père, tout le monde attend de te voir. J'ai essayé de m'asseoir, mais une vive douleur a traversé mon corps. J'ai besoin de savoir, que s'est-il passé ensuite? L'anxiété m'a envahi. Que disaient les gens? Comment le monde a-t-il réagi à ce qui m'est arrivé? Les manifestations ont commencé juste après que vous ayez été abattu. Les gens réclament justice, Antoine. Ils se battent pour vous et pour tous ceux qui ont souffert comme vous. La voix de ma mère était pleine d'émotion et je pouvais sentir le poids de la lutte à laquelle nous étions confrontés. Pendant qu'elle parlait, les souvenirs ont commencé à affluer. J'ai vu les visages de mes amis, l'inquiétude dans leurs expressions pendant ces moments de tension. L'idée que j'aurais pu tout perdre m'a bouleversé. J'avais envie de me lever, de crier, de faire quelque chose, mais mon corps était faible. Tu dois te reposer maintenant, chérie. Parlons plus tard. Isabelle m'a embrassé sur le front et a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai regardé autour de moi, essayant de me familiariser avec mon environnement. Les murs blancs et froids, la lumière fluorescente légèrement vacillante, le bruit occasionnel d'une civière poussée dans le couloir. Un sentiment d'impuissance a commencé à s'installer en moi. Que pouvais-je faire maintenant, à part attendre? Le temps passa lentement et bientôt je reçus des visiteurs. D'abord, c'était ma meilleure amie, Léa. Elle entra avec un sourire radieux, mais bientôt des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Salut Antoine. Ça va ?» Elle s'est approchée, me tenant la main, mais l'inquiétude dans ses yeux disait tout. « Nous sommes tous tellement inquiets pour toi. » Je ne sais pas si je vais bien, Léa. Que se passe-t-il là-bas? J'allais droit au but, avide de toute information susceptible de me donner un aperçu de la réalité. Elle soupira en regardant le sol avant de répondre. Les protestations s'amplifient. Les gens se rassemblent, mais la situation est tendue. La police réagit avec violence, et cela ne fait qu'empirer les choses. L'actualité parle de toi, Antoine. Tu es devenu un symbole. Un symbole? Le mot me paraissait étrange. Je ne voulais pas être le symbole de quoi que ce soit, je voulais juste retourner à la vie normale que j'avais avant. Oui, les gens se battent pour la justice. Vous n'êtes pas seulement une victime, mais la voix de nombreuses personnes qui ont souffert comme vous. C'est un combat pour nous tous. Léa souriait, mais je voyais la douleur dans ses yeux. La responsabilité dont elle parlait me terrifiait. La conversation s'est poursuivie et d'autres visites ont suivi. Mes amis, ma famille et même certains voisins sont venus me voir. Chaque visite apportait des nouvelles et des reportages sur ce qui se passait à l'extérieur de l'hôpital, et dans chaque récit, l'indignation et la douleur étaient palpables. Pendant ce temps, quelque part, l'agent Dubois était lui aussi aux prises avec ses propres questions. Je savais qu'il avait du mal avec ce qu'il avait fait, mais je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait faire ça. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à ce moment-là? La colère et la peur se mélangeaient en moi, formant un tourbillon d'émotions que je ne savais pas contrôler. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des voix dans le couloir. Des ordres de protestation, de cris et de slogans. J'ai entendu l'appel à la justice et j'ai soudain réalisé que ma vie était liée aux luttes de tant d'autres. Je n'étais pas seul. Dès que les voix sont devenues plus audibles, j'ai ressenti le besoin de me lever et de les rejoindre, mais mon corps n'était pas encore prêt. Le lendemain, un militant local, Malik, est entré dans ma chambre. C'était un homme de forte présence, plein d'énergie et de conviction. « Antoine, nous avons besoin de toi. Votre histoire compte et votre voix peut faire la différence. » Mais je ne suis qu'un enfant à qui on a tiré dessus, Malik. Que puis-je faire? L'insécurité transparaît dans ma voix. Vous êtes plus que cela. Vous êtes un survivant. Et surtout, vous représentez tous ceux qui ont perdu la vie à cause de l'injustice. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Il se pencha en avant, ses paroles remplies de passion. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Et si je ne sais pas quoi dire?
Le doute m'a consumé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. Soyez simplement honnête sur ce qui vous est arrivé. Les gens ont besoin d'entendre votre vérité. Malik sourit et il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence. Au fil des jours, l'idée de devenir une voix pour ma communauté a commencé à germer dans mon cœur. Je ne voulais pas être simplement une victime, mais quelqu'un qui pourrait inspirer le changement. À chaque visite, à chaque conversation, ma détermination grandissait. Je voulais me battre non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui souffraient injustement. Lorsque j'ai finalement obtenu mon congé, le sentiment de liberté était écrasant, mais en même temps revitalisant. J'étais prêt à affronter le monde extérieur, sachant que le chemin serait difficile, mais je n'étais plus seul. Le combat pour la justice ne faisait que commencer et j'étais déterminé à en faire partie. L'atmosphère était chargée de tension et d'espoir. Moi, Antoine, je me sentais enfin un peu plus fort. La douleur physique palpitait toujours dans mon corps, mais la flamme de la résistance commençait à brûler en moi. Je regardais par la fenêtre de ma chambre, observant la ville en ébullition. Les manifestations, qui semblaient auparavant lointaines, étaient désormais une extension de ma propre lutte. Je ne voulais pas être juste une statistique, une victime. Je voulais être une voix. « Antoine, tu vas vraiment faire ça ?» demanda ma mère, Isabelle, en s'approchant, l'inquiétude inscrite sur son visage. Je pouvais voir le mélange de peur et de fierté dans ses yeux. « Je dois le faire, maman. Je ne peux pas rester assis ici et regarder. Les gens ont besoin de quelqu'un pour représenter ce qui se passe. Je ne peux pas laisser mon silence signifier une acceptation. » Ma voix tremblait, mais ma détermination était claire. Isabelle soupira, son regard s'adoucissant. « Je comprends. Juste, soyez prudent, s'il vous plaît. Le monde n'est pas gentil avec ceux qui se lèvent. Je sais. Mais si nous ne faisons pas de bruit, rien ne changera. » J'ai répondu, et sur ce, un lourd silence s'est installé entre nous. L'écho des cris et des slogans venant de la rue semblait s'intensifier et je savais qu'il était temps d'agir. J'ai quitté la maison et me suis dirigé vers le centre-ville, où la foule se rassemblait déjà. À chaque pas, je sentais le poids de la responsabilité sur mes épaules. À mon arrivée, j'ai vu des visages familiers et inconnus, tous unis par un objectif commun. L'air était rempli de passion et d'excitation. « Antoine, tu es venu ?» a crié mon ami Malik en me serrant fort dans ses bras. La foule s'inquiétait pour vous. Tout le monde attend que vous parliez. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, Malik. J'ai avoué, sentant l'adrénaline monter. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre histoire doit être entendue. Dit-il alors que la foule commençait à scander mon nom. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Que allais-je dire? Que pourrais-je dire qui ferait une différence? Je m'approche du micro, le projecteur éclaire mon visage. Le sentiment d'être là, à ce moment-là, était écrasant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé la foule. J'ai vu des visages de douleur, de lutte, d'espoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine. Ai-je commencé, ma voix se cassant. Je ne suis pas qu'un chiffre, je ne suis pas qu'une statistique parmi d'autres. Je suis un jeune homme qui rêvait d'avoir un avenir, qui rêvait de vivre en paix. Mais, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été brutalement interrompu. La foule était silencieuse, s'accrochant à chaque mot que je disais. Le jour où on m'a tiré dessus, ce n'était pas seulement mon corps qui était en danger. C'était ma vie, mon histoire, ma famille. Et maintenant, plus que jamais, nous devons nous battre pour que cela ne se reproduise plus. En entendant les acclamations de soutien, l'énergie de la foule m'a encouragé à continuer. Nous sommes ici pour exiger justice. Pour exiger que nos voix soient entendues. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. C'est une tendance. C'est une réalité à laquelle des millions d'entre nous sont confrontés chaque jour. Et nous ne pouvons plus l'ignorer. La foule a commencé à crier des slogans et j'ai senti que ma voix résonnait dans leur cœur. Nous sommes plus forts ensemble. Nous devons nous unir et lutter contre l'oppression. Nous ne sommes pas que des victimes, nous sommes des survivants. Et ensemble, nous pouvons changer le monde. Pendant que je parlais, j'ai vu des larmes couler sur les visages de certaines personnes et des sourires pleins d'espoir chez d'autres. Là, à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne représentais pas seulement moi-même, mais tous ceux qui avaient souffert et qui souffraient encore. Après mon discours,
Malik s'est approché de moi avec un large sourire. Tu l'as tué, Antoine. Les gens ont besoin de toi, et tu nous as tous donné une voix. Merci, Malik. Mais ce n'est que le début. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. J'ai répondu, ressentant le besoin de continuer le combat. Astérisque 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 pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Dubois luttait contre ses propres démons. Il savait qu'il devait se présenter à la presse, qu'il devait avouer la vérité, mais l'incertitude le consumait. Il était assis à son bureau, la tête dans les mains, revivant le moment où il avait appuyé sur la gâchette. La culpabilité était comme une ombre qui le suivait, et chaque jour qui passait semblait plus lourd. Dubois, es-tu prêt pour la conférence de presse? La voix de son partenaire le sortit de ses pensées. Prêt? Je ne sais pas si je suis prêt à affronter ça. Qu'est-ce que je vais dire? Que je suis un flic lâche. Que j'ai pris la vie d'un jeune homme innocent? Répondit-il, la frustration transparaît dans son ton. Vous devez être honnête. Les gens doivent connaître la vérité. Pas seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur qui vous êtes. C'est peut-être la seule façon de commencer à vous racheter. Dit son partenaire, essayant de le convaincre de passer à autre chose. Dubois regardait par la fenêtre, observant l'agitation dans les rues. Il savait qu'il devait faire ça. D'accord. Je le ferai. Mais je ne sais pas si cela changera quelque chose. Cela ne changera peut-être pas tout, mais c'est un début. Son partenaire l'encouragea. Astérisque 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 la conférence de presse était prévue pour le lendemain. Pendant que Dubois se préparait, j'étais encore plein d'énergie après l'expérience de la nuit précédente. L'émotion des manifestations me submergeait encore, mais il y avait une partie de moi qui aspirait à des réponses. Qu'a dit l'agent Dubois? Serait-il capable de se confronter à la vérité sur son passé et ses actes? Le jour de la conférence de presse arriva et la salle était pleine de journalistes, de caméras et d'yeux curieux. Dubois entra, l'expression mêlée de détermination et de désespoir. Il s'est positionné devant les micros, et un silence absolu a envahi la salle. Je suis l'agent Dubois. Je suis ici pour parler de l'incident qui a conduit à la blessure d'Antoine. Commença-t-il d'une voix ferme, mais il y avait un tremblement qu'il ne pouvait cacher. J'ai commis une erreur. Une erreur qui a coûté la vie à un jeune homme innocent. Et il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens à ce sujet. En entendant ces paroles, une vague d'émotion m'a traversé. Je ne savais pas si je devais ressentir de la colère ou de la compassion. Je ne suis pas qu'un policier, je suis un être humain qui a échoué. Et pour cela, je suis là, pour m'excuser auprès d'Antoine, de sa famille et de tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Les réactions ont été diverses. Certains murmurent de soutien, d'autres de mépris. Mais je savais que c'était une étape importante. La vérité était dite, et cela, d'une certaine manière, était libérateur. En regardant depuis chez moi, j'ai réalisé que le chemin vers la justice et la guérison serait long, mais que c'était un chemin qu'il fallait parcourir. Que se passerait-il ensuite? J'étais prêt à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je savais qu'un nouveau chapitre de ma vie était sur le point de commencer et je n'étais pas seul. La chaleur du moment était inscrite sur les visages de tous ceux qui m'entouraient. La foule palpitait, les appels à la justice résonnaient dans les rues de Paris. J'étais là, au milieu du chaos et de l'espoir, un jeune homme qui avait survécu à l'horreur mais qui portait désormais non seulement les cicatrices physiques, mais aussi émotionnelles. L'air était épais et l'adrénaline coulait dans mes veines alors que je me préparais à ce qui allait arriver. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je devrais faire face à l'homme qui m'a blessé, l'agent Dubois. Mais la vie a ses rebondissements, et nous voilà, tous deux plongés dans une fureur de protestation et d'appel à la justice. Le destin semblait avoir un plan, et j'étais sur le point de découvrir à quel point nos histoires étaient réellement liées. Au milieu de la confusion, nos regards se sont croisés. Dubois, son uniforme taché de culpabilité, et moi, un survivant d'un système qu'il avait promis de protéger mais qui a échoué. La tension était palpable. Il hésita, comme s'il essayait de trouver les mots justes, mais je le regardais, la colère bouillonnant en moi. « Tu sais ce que tu as fait, n'est-ce pas ?» dis-je, la voix tremblante à cause d'un mélange de douleur et d'indignation. « Antoine, commença-t-il, mais je l'interrompis. « Vous ne pouvez pas vous justifier. Tu m'as tiré dessus. Regardez-moi. » La colère a explosé et les mots sont sortis comme des flèches.
La foule autour de nous semblait disparaître, et nous n'étions plus que deux, face à la vérité brute. Dubois inspira profondément, ses yeux reflétant un conflit interne. Je sais qu'il n'y a aucune excuse pour ce qui s'est passé. Mais tu dois comprendre que je ne suis pas qu'un flic. Je suis un homme et j'ai mes propres combats. Des batailles? J'ai ri amèrement. Pensez-vous que je n'ai pas mes combats? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre dans la peur, sachant qu'à tout moment vous pourriez être la cible de quelqu'un comme vous. Il ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait mes paroles. Lorsqu'il les rouvrit, il y eut une sincérité à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai grandi dans un environnement difficile, Antoine. Je ne suis pas un monstre, mais les circonstances façonnent souvent qui nous sommes. La pression, le système, tout cela m'a fait agir de manière impulsive. Alors, tu dis que je suis une statistique? Que je ne suis qu'un produit d'un système dont tu fais également partie? J'étais sur le point de perdre mon sang-froid, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me faisait hésiter. Non, s'exclama-t-il en levant les mains dans un geste de capitulation. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis ici parce que je veux comprendre. Je veux savoir comment nous en sommes arrivés là. Je dois faire ça correctement. Et à ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Une étrange connexion a commencé à se nouer entre nous, deux hommes venus de mondes différents, mais qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liés par un fil invisible. Comment peux-tu vouloir faire quelque chose de bien, après tout? Ai-je demandé, la colère cédant la place à la curiosité. Parce que je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas. La sincérité de sa voix était indéniable. J'ai besoin de savoir s'il existe un moyen de réparer ces dégâts. Pas seulement avec vous, mais avec tous ceux qui souffrent de violence et de racisme. Je ne veux pas faire partie du problème. La foule continuait de crier, mais dans notre petit espace, tout semblait silencieux. Ce qu'il a dit m'a fait réfléchir. Je savais qu'il y avait plus dans son histoire, quelque chose qui le rendait humain, tout comme moi. Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer? Que je peux te croire? Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez. Mais je veux essayer. Nous pouvons ainsi comprendre ce qui s'est passé et comment nous pouvons le changer. Il hésita, comme s'il approchait de quelque chose de profond. Saviez-vous que nos parents se connaissaient? Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez dit? J'étais abasourdi. Mon père et le vôtre, Antoine. Ils étaient amis dans leur enfance. J'ai découvert cela après ce qui s'est passé. Ils ont grandi ensemble, avant que tout ne change. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Ce n'est pas possible. Mon père n'a jamais rien mentionné à ton sujet. Il parlait toujours des injustices, de la façon dont les choses avaient changé. Oui, les choses ont changé, mais pas pour tout le monde. Je ne savais pas que nous étions si liés. Et je ne suis pas là pour me dégager de mes responsabilités. Mais cela signifie que nous devons comprendre ce qui nous sépare. Ce qui a fait de l'un de nous un policier et de l'autre une victime. La révélation était choquante. Le poids du passé commençait à s'effacer et la complexité de la vie semblait se dévoiler devant nous. Alors, que proposez-vous? Ai-je demandé, ma colère maintenant transformée en une recherche de réponse. Travaillons ensemble. Utilisons ce qui s'est passé pour créer un espace de dialogue. Éduquer et lutter contre le système qui nous sépare. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent. En entendant ces paroles, une petite étincelle d'espoir est apparue dans mon cœur. Pensez-vous vraiment que cela soit possible? Si nous n'essayons pas, nous ne le saurons jamais. Nous pouvons être le changement que nous recherchons. Et si vous me faites confiance, je peux vous garantir que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se reproduise plus. En entendant cela, la foule autour de nous a recommencé à s'agiter, mais il y avait une nouvelle énergie, une nouvelle détermination. L'idée que nous puissions unir nos forces, que notre douleur puisse se transformer en action, était une perspective puissante. Alors faisons ça. Déclarai-je, sentant la force de la décision m'envelopper. Nous nous battrons ensemble. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Et à cet instant, quelque chose a changé. L'environnement autrefois hostile est désormais rempli d'espoir. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était entre nos mains. Alors que la foule se rassemblait autour de nous, j'avais le sentiment que Paris était sur le point de connaître une nouvelle ère de lutte, de compréhension et peut-être même de rédemption.
Avec les lumières de la ville scintillant en arrière-plan, ce moment est devenu un symbole de ce qui pourrait être. L'histoire de deux hommes, une connexion inattendue et la promesse d'un avenir meilleur. Les voix se sont fusionnées en un seul cri, justice, égalité et certitude qu'ensemble nous étions plus forts.